Saga Storyfy présente Le Rescator, écrit par Olivier Barbotin, lu par Nicolas Brett-Morel. Chapitre 1. Samedi 23 mars 2024, base de Cardoline. Bientôt 6 mois que la construction du sous-marin est en route. Ce matin-là, une réunion importante est en cours pour faire le point sur les avancées. Sont présents Enzo, Paolo, Nathan, Michael, Marco, Mathias et contre toute attente, contre l'avis de son père, de son frère et de son mari, Alice. Paolo termine son topo. Voilà, ça avance correctement, mais il va falloir encore plusieurs mois pour terminer notre engin. Mais ce n'est pas ce qui nous inquiète le plus avec Enzo. Le fait que nous n'ayons pas eu de représailles pour l'instant, c'est ça ? Demande Nathan. Oui, c'est plus que bizarre en effet, répond Enzo. C'est pas normal, ils doivent savoir. Toujours pas pu joindre ton père, Nathan ? Non, le portable ne répond jamais. J'ai laissé des centaines de messages, rien, pas de réponse. Il a sûrement d'autres téléphones. Les 3 villas sont à présent à vendre et les 3 gouvernantes ont disparu. Margot ne peut pas le tracer, il est introuvable. Comme tout le reste, fait Margot. Plus de 6 mois que j'essaye, avec pourtant du matériel de pointe et tout mon savoir d'informaticienne. Rien. Je n'arrive toujours pas à craquer quoi que ce soit. Donc aucune avancée sur les fiches vierges. Rien non plus sur Moulin, à part ce qui peut apparaître sur Internet pour le grand public, à savoir que Moulin est un ancien militaire de l'armée de terre et que depuis 1995, il est l'adjoint de Delcourt. D'abord secrétaire du parti Nouvelle-France et depuis 2022, ministre de l'Intérieur. Je n'ai toujours pas trouvé qui sont les petits sur la photo, ni ce que veulent dire les initiales MD et CL. On sait que la femme s'appelle Lydie Calvet, fait Nathan. Oui, mais je n'ai pas accès à sa fiche non plus, continue Margot décontenancée. En cherchant Lydie le marchand, cela ne donne absolument rien. Aucune trace sur l'état civil, police, rien. Je sais, fait Nathan. On tourne en rond. Les petits doivent être, à mon avis, les 2 enfants de le marchand et Lydie. Sophie est l'un d'eux, c'est certain. Mais qui est l'autre ? Nous avons encore beaucoup de travail, lance Enzo. Ne vous découragez pas, on va finir par y arriver. Je peux vous dire en tout cas que le hacker qui bloque tout ça est très fort, lance Margot. Je n'ai jamais vu ça. Toutes les parades que j'ai apprises, et j'en ai assimilé beaucoup, sont obsolètes. Dès que j'envoie un programme pour entrer, il est bloqué systématiquement. Les pare-feux sont pour l'instant inviolables. Regarde, même nos Facebook sont bloqués et comme à présent, il faut inscrire son vrai nom, car ton identité est contrôlée à l'inscription. On ne peut plus ouvrir d'autres comptes. Tous nos noms sont marqués en rouge. Fait Enzo. Moi aussi, tous mes comptes de réseaux sociaux sont verrouillés. À croire que nous sommes tracés en direct. Tout le monde se regarde. Quoi ? Tu veux dire qu'il y a une taupe parmi nous, Enzo ? Demande Nathan. Non, ce n'est pas possible, s'exclame Mathias. Nous sommes tous des amis loyaux. Fouillons tout le monde dans ce cas. Non, répond Enzo. J'ai confiance en vous et en tous les gars que j'ai emmenés ici. Il doit s'agir d'autre chose. Il suffit que le hacker ait mis des logiciels espions dans nos ordinateurs via Internet, fait Margot. Ah, la barbe, s'exclame Nathan. Je mettais des infos sur mon compte pour qu'éventuellement Sophie puisse nous retrouver. Tout cela est très étrange, fait Enzo. Méfions-nous du moindre message sur Internet et continuons à travailler. Ce qui m'inquiète le plus encore une fois, c'est que nous sommes surveillés, c'est certain, mais ils nous laissent faire et ça, c'est extrêmement alarmant. Il faut que je retourne en Italie, Luciano est au plus mal. Je te tiens au courant, Paolo. Toi, il faut que tu restes ici. À bientôt les amis, je dois encore passer la douane, dans ce sens ça va, mais pour rentrer en France, ils contrôlent tout le monde à présent. Bientôt cela va être compliqué, j'ai peur de devoir rester ici et ne plus pouvoir retourner en Toscane. Paolo raccompagne son fils à sa voiture, une Ferrari Testarossa. J'ai trouvé un terrain en Sardaigne pour notre projet, fait Enzo. Un petit port privé en fait partie. Je pense que les travaux pourront commencer d'ici un mois. Parfait. Pas un mot pour la sécurité. Ok. Pas de souci. Allez, ciao. 2 janvier 2024, La Rochelle. Un homme sort d'une belle demeure rochelaise des années 30, avec accès direct sur la plage. Il rejoint une jeune femme et son fils, courant pieds nus dans l'écume de la mer montante. Un vent doux souffle en ce début d'année. « Lionel !
fait le petit Lucas, et il lui saute dans les bras. Salut mon petit gars, fait Lionel. Il s'approche de Sophie. Ça va, Sophie? Oui, très bien, docteur Lazare. Il est temps, Sophie, de faire une petite plongée hypnotique. Nous avançons bien. Il ne faut pas lâcher. Oui, allons-y. Tu viens, Lucas, on rentre. La maison appartient à un ami du docteur Lazare qui lui prête gracieusement et anonymement pendant l'hiver. Une pièce a été réservée pour les séances d'hypnose que fait Sophie 2 fois par semaine. Ils sont là depuis la mi-septembre. Après la phase de préparation, Sophie est rapidement plongée dans un état second. La séance peut commencer. Sophie, vous m'entendez? Oui. Bien, n'écoutez que ma voix. Vous êtes sur une île avec Nathan et votre frère. Vous ne vous souvenez toujours pas de son prénom? Non. Rien à faire, docteur. Je vois très bien son visage, mais son prénom, je ne m'en souviens pas. Concentrez-vous et revenez où vous en étiez la dernière fois. Rappelez-vous, il y a Nathan et votre frère et vous surprenez une conversation entre votre père et son ami Pierre. Vous êtes tous les trois cachés dans l'escalier qui mène à l'étage de la maison. Il est environ minuit et ils discutent dans le salon. Oui, je me souviens. Il y a de la musique assez forte. Mon père semble saoul. Pierre aussi. Il parle fort et traite de tous les noms un certain... professeur, je crois. Dans la maison, il y a aussi un autre homme, avec sa fille. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Sophie s'agite et tremble. Lazare lui injecte un calmant par piqûre. Ça va aller, Sophie, ça va aller, calmez-vous. Voilà, continuez à vous souvenir, vous êtes la clé, Sophie. Lamarque, le docteur Lamarque, c'est ça. Il habite avec nous depuis longtemps, avec sa fille. Il arrive. Il tente de calmer mon père et Pierre. La fille de Lamarque et la sœur de Nathan nous rejoignent dans l'escalier. Oui, et ensuite, Sophie, que voyez-vous? Ma mère et celle de Nathan arrivent aussi de leur chambre, qui se trouve en bas. Elles essayent de les calmer, mais... Quoi, Sophie? Un homme surgit dans la maison avec 5 hommes armés. Oui, c'est lui qui nous appelle le professeur. Il est assez grand, brun, les cheveux longs, la barbe. Oui, c'est ça. Les yeux de Sophie bougent de droite à gauche, très vite, sous ses paupières fermées. Savez-vous en quelle année cela se passe? Quel âge avez-vous? Je ne sais pas, il n'y a jamais eu de calendrier à la maison. Mais j'ai environ 13 ou 14 ans. Je suis avec Nathan. On s'aime et on sort ensemble depuis quelques mois. D'accord, Sophie. Cela se passe donc en 2010 ou 2011. Continuez. Vous êtes cachée dans l'escalier. Que voyez-vous? Je vois ce professeur. Darmon. Oui, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il leur passe un savon avec force. La musique est éteinte. Mon père, saoul, le traite de tous les noms d'oiseaux possibles. Pierre aussi. Nous, dans l'escalier, sommes pétrifiés. Oh non, je revis le moment. J'y suis, je me souviens. Allez-y, Sophie, je vous écoute. Ils sont ainsi transportés par le récit de Sophie, sur l'île, plusieurs années en arrière. 11 septembre 2011, 0h15, île de Ferreira, Els Columbrets. Qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? Demande le professeur. Vous êtes fous? Non, ras-le-bol, lance Yves excédé et soûl. Oui, c'est fini, poursuit Pierre, pas plus sobre que son ami. Yves et Pierre, sous les regards de leur femme et de Lamarque, sont encerclés par les 5 hommes armés et stoppés alors qu'ils se dirigeaient vers le professeur. « Ça suffit, ce cinéma !» crie le professeur. « Je vous conseille de vous calmer tout de suite, sinon vous allez le regretter amèrement, croyez-moi. »« C'est ça, espèce d'enfoiré, va. 13 ans que tu nous retiens ici et que tu nous obliges à travailler pour tes combines de merde, » lance Yves. Yves reçoit un coup de poing de la part d'un des militaires qui accompagnent le professeur. Pierre, à son tour, essaie de s'en approcher, mais il est stoppé énergiquement de la même manière. « Vous vous croyez fort, hein, avec vos gardes du corps. Mais viens là, et je te démonte la tête. Allez, viens !» lance Pierre, le visage tuméfié. « Messieurs, donnez une petite correction bien méritée à ces deux inconscients, » fait le professeur avec son air arrogant. « Non, laissez-les !» hurle Claire. « Vous, la ferme !» lance le professeur. « Sinon vous risquez de le regretter. » Ça ne vous suffit pas d'avoir volé nos noms, nos vies, sale égocentrique de riche, crie Pierre. C'est moi qui m'appelle Darmon, pas vous.
C'est mon nom. Vous nous avez tout volé, sale con. Yves, à terre et trop ivre pour confirmer, fait un geste avec la main en direction du professeur, comme s'il lui tirait une balle avec un pistolet. Et je ne m'appelle pas Pierre Hamilton, je m'appelle... Il reçoit à ce moment-là un coup sur l'arrière du crâne qui le fait taire. Soudain, du haut de l'escalier surgit un « Non, arrêtez !» Aussitôt 2 hommes grimpent et trouvent dans l'escalier les enfants. « Descendez, vite !» fait l'un des militaires. Les 5 jeunes penauds descendent les marches sous les yeux affolés de leur mère et de Lamarque. « Tiens, voyez-vous ça ?» lance le professeur. « Puis-je savoir ce que vous faisiez ?»« Rien, monsieur, » répond Nathan désabusé. « Oui, comme c'est dommage. Jamais vous n'auriez dû entendre cette conversation, les enfants. Que vais-je pouvoir faire de vous maintenant, hein ? C'est très fâcheux, cette histoire. »« Laissez-les !» hurle Lydie. « Ils n'ont rien fait, ce sont des enfants. » »« Ah, ma chère Lydie, allez, lance-t-il en s'adressant aux soldats. Emmenez-moi les 2 poivreaux au labo et vous, restez bien sages ici. Je reviens demain matin pour voir ce que je vais faire de vous. Vous, Lamarque, venez avec moi. Sophie revient peu à peu à elle, alors que le vent dehors se met à souffler. C'est bon, Sophie, réveillez-vous, fait Lazare. Ça va ? Oui, ça va. La seule chose que je me souviens après cette nuit-là, c'est que je me suis retrouvée avec Nathan et mon frère, mais aussi avec... Ça y est, docteur. Je me souviens de leurs prénoms, Angélique et Sandrine. C'est bien, Sophie, on avance vraiment là. Et alors, vous vous êtes retrouvés où ? Ah, oui, dans une pièce. On est venu chercher en premier Nathan, puis mon frère. Vient ensuite mon tour. On m'a assise sur un siège, comme un fauteuil de dentiste, et là, plus rien. Je vois. Sophie, je n'y croyais pas jusqu'à présent, mais je pense que vous avez été victime de manipulation mentale. Quoi ? Oui, c'est incroyable, mais pas impossible dans l'absolu. 11 septembre 2011, 8 heures, île de Grossa. Yves et Pierre sont mis en cellule de dégrisement dans le laboratoire de Lamarque. Le lendemain matin, ils sont transférés dans une pièce où, à travers une vitre teintée, ils peuvent voir une salle avec un fauteuil et tout un appareillage qu'ils n'ont jamais vu. Peu de temps après, ils voient entrer dans la pièce Lamarque et le professeur. Ils peuvent entendre la conversation car des micros sont posés et les haut-parleurs sont connectés. « Vous êtes sûr, professeur ?» demande Lamarque. « Et si cela ne fonctionnait pas et qu'il décède ? Je n'ai jamais testé sur des humains. »« Lamarque, vous êtes un génie, non ? Et puis il faut bien l'essayer, c'est l'occasion. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Après ce qui s'est passé cette nuit, les enfants se poseront trop de questions, et cela peut mettre en péril notre organisation et tuer nos projets. Il est temps de toute manière de les séparer de leurs parents. Après tout, ils ont le droit de vivre leur vie en dehors de cette île et ils n'y sont pour rien, eux. Ils pourraient mourir, professeur. Ce sont les ordres, Lamarque. Le rescateur en a décidé ainsi. Voulez-vous lui désobéir ? Ce ne serait pas très sage. Non, bien sûr que non, professeur. Allons-y. J'espère que vous n'avez pas perdu une miette de notre conversation, messieurs, lance le professeur en se tournant vers la vitre où se trouvent Yves et Pierre. Faites-les venir dans la pièce, demande-t-il à un des gardes. Yves et Pierre sont dirigés dans la pièce et assis sur une chaise contre le mur. Un morceau de gros sparadrap leur est mis sur la bouche. Voilà, lance le professeur. Comme ça, vous êtes aux premières loges pour voir ce qu'il se passe. Vous allez voir, c'est passionnant. Faites entrer le premier. Un soldat accompagne Nathan tétanisé de peur. Il est assis sur le fauteuil et attaché solidement. Lamarque s'approche de lui sous les yeux du professeur et les 2 amis. Il lui colle une électrode derrière chaque oreille et connecte celle-ci sur un ordinateur. Lamarque injecte à Nathan une dose de tranquillisant, le rendant comme quasi inconscient. Bien, le programme est réglé pour un effacement des souvenirs de sa naissance à aujourd'hui. Bien sûr, toutes les fonctions comme l'apprentissage de la langue, des gestes courants ne seront pas touchées, juste des souvenirs personnels. Allez-y, procédez à l'effacement, lance le professeur avec une froideur incroyable. L'effacement commence sous les yeux haineux de Pierre et Yves. Cela dure plusieurs minutes. Nathan n'a pas l'air de souffrir, on dirait qu'il dort. Ça y est, professeur, je vais maintenant exécuter la procédure d'implantation de sa nouvelle mémoire. Tout sera pour lui normal. Vous êtes sûr du contenu ? On ne pourra pas revenir en arrière. Oui, il en a été décidé ainsi, donc implantez ce fichu programme. Bien, professeur, c'est parti. Le programme de la nouvelle vie de Nathan lui est ancré dans le cerveau.
des nouveaux souvenirs, tout neufs, depuis sa naissance. Il se passe la même chose quelques instants plus tard avec le fils d'Yves. Les mêmes souvenirs lui sont mis en place, ou presque. Vient le tour ensuite de Sophie. Là, les souvenirs qui lui sont implantés sont complètement différents. Plus rien ne la reliera avec le garçon. Ensuite, c'est au tour de Sandrine, la fille de Lamarque. On l'oblige à effacer la mémoire de sa fille, ainsi que celle de la sœur de Nathan. L'effacement sera moins féroce. Voilà, c'est fait, lance Lamarque avec dégoût. Parfait. Lamarque, ne soyez pas en colère, ce sera mieux pour votre fille de ne rien savoir. Et puis c'est votre machine, votre invention, ne l'oubliez jamais. Le professeur se tourne à présent vers Pierre et Yves. Et voilà, messieurs, c'est à cause de vous tout ça. Entre votre numéro de casse-cou de cette nuit et ce qu'il s'est passé avec ma sœur récemment, c'est trop. À présent, messieurs, voilà ce qui va se passer. Vous allez sagement continuer à travailler ici, à terminer ce qu'on en a commencé. Hamilton, vous restez sur l'île sur Ferreira avec votre fille, qui maintenant croit qu'elle a toujours vécu ici. Je compte sur vous pour lui faire croire un topo complet va vous être fait sur ce qui lui a été implanté. Vous vivrez avec Lamarque et sa fille et une femme, une surprise pour vous. Quant à vous, mon cher le marchand, je vous transfère en France avec votre fille. Ces souvenirs et ce que vous allez devoir respecter vont vous être aussi donnés. Vous viendrez travailler ici plusieurs jours par semaine. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous d'une chose, jamais les enfants ne devront se rencontrer. Pour eux, ils ne se connaissent pas. Vos femmes ont été emmenées dans une autre île, où elles seront isolées. Il va sans dire que si vous faites le moindre problème, votre famille entière sera exécutée. La Rochelle, 2 janvier 2024. En tout cas, merci pour tout, docteur Lazare, fait Sophie. Je vous dois tant. De rien, Sophie. Maintenant, il va falloir vous reconstruire et nous allons rechercher ensemble Nathan et votre frère. Nous avons pas mal d'indices. Je vous promets que l'on va y arriver. 3 septembre 2023, Suisse, Valais. Tout est calme dans le petit chalet au milieu des alpages suisses. Laurent vient de partir faire des courses. Sophie est attachée sur son lit, avec de la corde aux pieds et aux mains, un bandeau dans la bouche. Le petit Lucas, lui, est enfermé à double tour dans sa chambre. Sophie tente désespérément de défaire ses liens, mais sans résultat. Voilà 3 nuits qu'elle subit les assauts de Laurent sur son corps. Elle est fatiguée et remplie d'hématomes. Soudain, elle entend du bruit. Impossible que ce soit Laurent qui rentre déjà, ou alors il a oublié quelque chose. Sophie est en panique. Va-t-il encore la frapper de colère? Une des fenêtres, sans doute, dans le salon est cassée. Quelqu'un entre. Sophie gesticule avec force pour essayer de se délier. La corde serrée lui lacère les poignets encore un peu plus. La peur au ventre, elle entend des pas qui viennent vers elle. Une silhouette se présente sur le pas de la porte. Elle entre, une arme de poing à la main. Sophie regarde l'individu qui s'approche d'elle, n'en croit pas ses yeux. « Vous ?» Il détache les liens de Sophie avec un couteau qu'il sort de sa poche. « Vite, suivez-moi, où est Lucas ?» Sophie se lève difficilement et tombe à terre, la fatigue la terrassant. « Venez !» Il l'attrape par les aisselles. « Je ne peux pas, docteur, je suis trop faible !» fait Sophie d'une blancheur morbide. « Je sais, Sophie, je vous demande un dernier effort. Il faut fuir d'ici, très vite. Où est la chambre de Lucas ?»« Dans le couloir, 3e porte à droite, mais il a dû la verrouiller. » Le docteur soutient Sophie jusqu'à la porte de la chambre de son fils. « Restez là !» lance-t-il après avoir constaté que la porte est effectivement bloquée. Il essaye de l'enfoncer en se projetant dedans, sans résultat. Il donne alors un puissant coup de pied juste sous la serrure et la porte cède. Lucas, apeuré, s'est réfugié sous le lit. Le docteur s'approche et s'allonge près du lit et tend la main au petit Lucas. « Viens, Lucas, viens. Tu ne risques plus rien, regarde. Ta maman est à la porte. Regarde. » Sophie de la porte lui fait signe de venir. Il sort alors de sous son lit et se jette dans ses bras. Elle a mal quand son fils la serre. Les hématomes présents un peu partout sur son corps lui rappellent l'enfer de ces derniers jours. « Venez, fait le docteur. Filons, j'ai une voiture garée devant. » Sans prendre aucune affaire, il se précipite dans le véhicule avec une seule envie, quitter cet endroit. La voiture tout-terrain descend rapidement le petit chemin caillouteux et étroit. Dans sa tête, le docteur se dit « Pourvu que l'on ne croise pas Laurent ». Ce ne sera pas le cas, et la voiture est à présent sur la route principale. Sophie est derrière avec son fils,
Il la regarde à l'aide du rétroviseur intérieur. Elle a les yeux dans le vide, elle est blanche, fatiguée et remplie de bleus et de coupures sur le visage. Tout à coup, elle reprend ses esprits. « Merci, docteur Lazare, vous nous avez sauvé la vie », lance-t-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est rien, Sophie, reposez-vous. Nous passons en France et allons dormir à l'hôtel ce soir. Ensuite, je vous expliquerai ce que nous allons faire. » Le tout-terrain Toyota fonce vers la frontière française. Au même moment, Laurent arrive au chalet. La porte est restée ouverte, il se précipite à l'intérieur et de suite se dirige vers la chambre où était retenue Sophie. Quand il voit le lit vide, les cordes coupées, il pique une crise de nerfs et casse tout dans la chambre. Il se dirige ensuite dans la chambre de Lucas. Il comprend alors qu'il s'est fait doubler et hurle de rage. « Sophie, espèce de salope, je te retrouverai, t'entends ? Je te retrouverai, je te tuerai, toi et ton sale bâtard de fils. Je t'aime. Pourquoi tu m'as fait ça ? Je t'aime. » Il hurle encore plus fort et part vider une bouteille de bourbon. Il est 18 heures quand arrivent Lazare, Sophie et Lucas dans un petit hôtel dans la banlieue de Bourg-en-Bresse. Lazare a réservé une chambre pour Sophie et son fils. Après une bonne douche, Sophie se fait examiner par le docteur, qui, bien que psychiatre, n'en est pas moins médecin. Il peut constater les innombrables bleus, hématomes et coupures liés au mauvais traitement et à la violence que Sophie a subie. Évidemment, pas question de porter plainte. La situation de Sophie ne le permet pas. Il faut fuir et se mettre à l'abri. Il va falloir aussi que le docteur Lazare gère le traumatisme de Sophie et de son fils après les heures terribles qu'ils viennent de passer. Les premiers soins sont effectués avec ce qu'il a dans sa mallette, ayant pris soin de faire le plein avant d'intervenir. Il commande ensuite à manger pour ne pas sortir de la chambre. « Il faut manger, Sophie. Je sais, c'est pas facile, mais il faut reprendre des forces. Lucas, viens mon petit, mange. » Sophie se force à manger. Elle a confiance en Lionel Lazare. « Merci, docteur, merci pour tout. Mais comment avez-vous fait pour nous retrouver ? Je vous ai cru mort. Puis il m'a dit qu'il était venu vous voir pour vous dire de fuir. » « Non, c'est faux, Sophie. Je l'ai jamais vu. Ce n'est pas moi qu'ils ont tué, comme vous pouvez le voir. C'est mon associé qui était dans mon bureau, malheureusement pour lui. Voilà comment cela s'est passé. Juste après notre dernière entrevue, le 17 août, j'étais persuadé que votre mari n'était pas clair, que toute cette histoire était très louche. Je me suis donc renseigné sur lui à l'hôpital, où je connais beaucoup de monde. Tous ceux qui ont travaillé avec lui, lors de son internat et ensuite comme médecin, décrivent un homme assez lunatique et coléreux. Bizarre dans sa vie de tous les jours. Très peu de monde est allé chez lui. Une fois marié à vous, personne n'était invité. Oui, c'est vrai. Il ne voulait personne à la maison, même ses amis. J'ai donc poussé plus loin mes investigations. Il faut que je vous dise que je suis un ancien médecin des armées françaises. J'ai donc gardé un goût très prononcé pour le mystère et la recherche. Mais vous êtes français alors ? Oui, Sophie, je suis français. Je travaille en Suisse depuis que je me suis mise à mon compte il y a 8 ans. J'ai gardé beaucoup de contacts et j'ai pu faire des recherches sur lui. Oh, pas beaucoup, car tout est verrouillé, mais j'ai appris qu'il avait fait un petit séjour en hôpital psychiatrique pendant 6 mois, suite à la disparition de ses parents. Oui, il m'a raconté tout ça dans l'avion. Mais pas qu'il était en hôpital psy. Dans l'avion ? Oui, voilà, je vous raconte. Sophie conte à Lazare la fameuse nuit du 20 août, et quelques minutes après, je vois, je comprends mieux. Cela corrobore exactement ce que je pensais. En fait, sa mère est bien morte en 2005, mais avec son père, dans des circonstances assez floues. Les psychiatres que j'ai vus, qui se sont occupés de lui pendant son séjour, en 2005 justement, m'ont décrit un patient très perturbé et instable. Il y avait été mis parce que les autorités, à l'époque, ne savaient pas quoi en faire et il tenait des propos incohérents. Les médecins l'ont rapidement cerné et ont conclu à une bipolarité. Il a même été suspecté d'avoir tué ses parents pour toucher l'héritage. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il s'était endetté. C'est là qu'il aurait pété les plombs. Ensuite, il a effectivement été sorti de l'hôpital par un riche industriel français, et comme par hasard, toutes les charges retenues contre lui ont été effacées. Mais enfin, les médecins l'ont laissé partir comme ça ? Oui, apparemment, malgré le danger qu'il représentait pour la société. Ils ont dû grassement payer. Beaucoup n'exercent plus aujourd'hui. Et grâce à ce fameux Darmon, il a pu faire des études de médecine et attendre son heure. Comme quoi, on peut être détraqué et faire des grandes études. Bref, il est très dangereux. Il peut passer en quelques secondes du mode gentil au mode très méchant et psychopathe. Dans votre malheur, Sophie, vous avez eu de la chance qu'il soit amoureux de vous. C'est dingue, ça. Tout le temps où on était chez nous, il était gentil. Je ne l'ai jamais vu en colère, ni lever la main sur moi ou Lucas.
Dans notre fuite, pareil, et le changement a eu lieu un soir au chalet. Le soir où j'ai voulu m'enfuir. Il a changé de comportement d'un coup, et quand il m'a attrapé, il a commencé à me battre et à me violer. Ça a duré pendant 3 longs jours. Je suis désolé, Sophie. Votre fuite a dû être l'élément déclencheur. Les psychopathes sont comme ça. Ils peuvent rester calmes et inoffensifs pendant des mois, des années, et hop, d'un coup, leur folie prend le dessus. Et quand ils s'en prennent à la personne dont ils sont amoureux, c'est le pire des scénarios. Mais comment êtes-vous arrivé au chalet? Je l'ai suivi jusqu'ici, le dimanche matin, le 20 août, je crois. Je m'étais mis en surveillance sur le parking de l'hôpital. Il travaillait ce matin-là, vous étiez au parc avec Lucas. Oui, absolument, avant de me faire embarquer de force. Vers 11 heures, il prend sa voiture et file vers Nyon. Je le suis en filature, je pense qu'il rentre chez lui, mais non. Il continue et prend la direction de Lausanne, puis du Valais. Plus d'1 heure après, il se pose au fameux chalet en pleine montagne. Heureusement que j'ai un Toyota surélevé, sinon je saurais jamais monter. Je me gare à plusieurs mètres et je le vois pénétrer dans le chalet, avec en main un gros nounours d'enfant. Ce n'est pas vrai, le nounours de Lucas. Oui, comme préméditation, ce n'est pas mal. Je décide de monter un peu plus le chemin pour me cacher vers le dernier chalet, 50 mètres plus haut. Je descends à pied et me cache derrière des rochers. Il en sort 5 minutes plus tard et s'en va. Je sais à ce moment-là qu'il prépare quelque chose. Je m'approche alors du chalet et en fais le tour. Tous les volets sont fermés, mais par chance, la porte arrière qui donne dans la cuisine est ouverte. Je me méfie que ce ne soit pas un piège, mais l'envie est trop forte et je pénètre, arme à la main dans le chalet. Où avez-vous eu cette arme? Oh, elle appartenait à mon grand-père, je l'ai depuis longtemps. J'ai juste 6 balles dans le barillet et je n'ai jamais fait de tir. Mais pour le cas où, je l'avais chez moi. Une fois à l'intérieur, donc, je visite rapidement et je tombe sur une chambre d'enfant récente. Vous étiez déjà venu dans ce chalet? Non, jamais. Je m'en doutais. Je décide donc de rester sur place. J'avais tout prévu, nourriture et boissons pour plusieurs jours, et la voiture est assez confortable pour dormir dedans. Je n'attendis pas beaucoup, puisque la nuit même, il arrive avec vous, alors que l'aube se présente. Je n'ai pas dormi de la nuit, je n'ai donc eu aucun mal à vous entendre. Il m'a fallu attendre 3 jours pour intervenir, qu'il quitte le chalet, pour que je puisse venir vous chercher. Si j'avais su ce qu'il se passait là-dedans, j'aurais pris le risque d'intervenir, je suis désolé. Non, vous ne pouviez pas savoir. Si, je savais qu'il risquait de changer de comportement. Vous n'étiez pas au courant pour l'avion. On était parti pour une destination inconnue et vous attendiez ici? Oui, l'instinct, je vous dis. J'étais persuadé de vous voir arriver ici. Pour l'avion, je pense que par amour pour vous, il a changé de comportement et a voulu vous garder pour lui. Il a donc échafaudé un plan, fait semblant de partir vers cette fameuse destination que ses patrons lui ont indiquée et pendant le voyage, il a mis son plan en route. Ces psychopathes sont très malins et ont souvent un QI supérieur à la moyenne. Allez, Sophie, essayez de dormir maintenant. Je reste là, n'ayez crainte. Plus tard dans la nuit, Sophie et Lucas se reposent. Lazare, assis sur un fauteuil face à la porte d'entrée, veille. Dès le matin, ils prennent la route vers La Rochelle, où Lazare a loué la maison d'un ami. Une longue reconstruction commence alors pour Sophie et Lucas. Repère du Rescator, 8 octobre 2023, 21 heures. Le professeur arrive comme d'habitude, les yeux bandés, devant le Rescator, à 5 mètres de son estrade. John, vous m'apportez de bonnes nouvelles, j'espère, lance le Rescator sur un ton incisif. Oui, Rescator. Laurent a été retrouvé ce matin. Nous avons dû travailler avec les services secrets suisses sur ce coup. Le président Delcourt a lui-même géré avec le ministre de l'Intérieur suisse, en plus grand secret, laissant croire que Laurent était un terroriste recherché par la France. Il se cachait dans un petit chalet dans le Valais en Suisse. Aucune trace cependant de Sophie et son fils. Ah, je vois. Il faut que rien ne filtre dans les médias. Je compte sur vous encore une fois, John. Où est-il à présent? Il a été exfiltré sur Grossa. Que voulez-vous en faire, Rescator? Il est trop dangereux. Éliminez-le. Bien, Rescator. Mais il y a autre chose. Eh bien quoi? Parlez. Le docteur Lazare est sans doute vivant. L'homme qui a été tué est en réalité son associé. Quoi? Mais comment une telle erreur a pu être commise? Hurle le Rescator, vert de rage. Il se trouvait dans le bureau de Lazare. Nos hommes ont cru que c'était lui. Sans vérifier ses papiers, son identité? Qui sont ces hommes? Des hommes de confiance, implantés en Suisse depuis longtemps pour surveiller Laurent. John, j'en ai marre de vos erreurs répétitives depuis quelque temps.
Ces hommes, à première vue, sont des incapables. Faites le ménage parmi vos effectifs, et vite. Exfiltrez-les sur Grossa et faites d'une pierre deux coups avec Laurent. Est-ce clair? Clairvoyant, Rescator. Dernier problème et pas des moindres. Sophie le Marchand et son fils. Impossible de la localiser depuis que sa puce a été retirée. Travaillez encore avec les Suisses. Explorez tous les moyens en France pour les retrouver. Il faut les localiser. Je vais faire le nécessaire, Escator. John, si vous retrouvez le docteur Lazare, j'ai l'intime conviction que Sophie ne sera pas loin. Vous pensez qu'elle est avec lui? Réfléchissez un peu pour une fois, John. Ah, une dernière chose. Continuez à ignorer les appels de Nathan. C'est ce que je fais, Rescator. Bien. Depuis qu'ils savent que vous êtes le patron de l'organisation, c'est mieux ainsi. Mais que va-t-on faire quand ils vont venir sur Els Columbretz? Avec l'aide de ces mafieux, ils vont y arriver. Oui, sans doute. Laissons-les faire, laissons-les venir. Une fois là-bas, le piège se refermera sur eux. Rien, vous entendez, rien n'arrêtera notre projet. Ils seront donc stoppés et mis hors d'état de nuire. Vous allez les faire. Non, bien sûr que non, John. Je vous l'ai dit. Mais s'ils se mettent en travers de ma route, ils auront le châtiment qu'ils méritent. Mais ma fille, Rescator. Votre fille n'aurait jamais dû se trouver là. Je suis désolé, John. Mais... Mais quoi? Disparaissez maintenant. Retournez sur Grossa. Vous avez du travail. Le professeur, le bandeau sur les yeux, regagne l'aéroport de Genève. Il peste contre ce fichu Rescator qui le tient comme les autres. Il se remémore alors le jour où tout a réellement commencé. 10 août 1995, 8 heures, Massif des Écrins, Hautes-Alpes, aile froide. Dans un grand camping-car garé sur un parking du petit village d'Aile Froide, à 5 km du pré de Madame Carl, 10 hommes sont en plein briefing d'une mission. Voilà le topo, lance le commandant. Nous devons mener à bien cette mission. 4 hommes appartenant à un groupe de mercenaires que nous avons engagés vont rejoindre le refuge des Écrins avec leurs consignes. Ces 4 hommes doivent être sacrifiés pour le bien de la mission. Les 3 gars des Galapagos sont briefés pour arriver dans la nuit vers 23 heures au refuge. Pour eux, il s'agit bien d'un échange et ils ne se doutent de rien. Moi, le lieutenant de Lattre et vous, 8, nous arriverons au refuge pour minuit. L'objectif, je vous rappelle, est de tuer les dénommés Michel Darmon et Claude Lemoine. L'échange des mallettes n'est qu'un prétexte et une couverture au cas où. Les ordres sont clairs. Tous les moyens doivent être utilisés pour le succès de la mission, y compris l'élimination de tous les alpinistes du refuge. Chacun de vous a en sa possession une photo de Darmon et Lemoine. Ils doivent impérativement être tués pendant les coups de feu que nous allons produire pendant l'échange. Messieurs, je compte sur vous. Le professeur est toujours en chemin pour Genève. Son esprit part 2 jours plus tard après cette fameuse mission. 12 août 1995, 11 heures, repère du Rescator. Le commandant Hamilton et le lieutenant de Lattre sont conduits yeux bandés devant le Rescator qui les attend avec impatience. Toujours à 5 mètres de l'estrade, quand le bandeau est enlevé, ils l'aperçoivent assis dans son fauteuil. Il est furieux, et sa colère arrive jusqu'à eux. « Bravo, je vous félicite, messieurs. Quel merveilleux travail !»« Je suis désolé, Rescator, » répond John en baissant la tête. « C'est le moins que l'on puisse dire. Comment avez-vous pu louper cette mission ? Que s'est-il passé ? » Voilà, tout se passait comme prévu. L'équipe 1 avec les 4 mercenaires que j'ai engagés était bien en place au refuge comme prévu. J'ai eu la confirmation que Darmon et Lemoine étaient bien arrivés par radio. Les 3 de Galapagos sont arrivés comme prévu aussi. Je suis arrivé avec mon équipe vers minuit. Tout le dispositif était en place. À 1h30, les alpinistes ont commencé à se lever. Les 3 Galapagos ont rejoint nos 4 mercenaires sur l'avant du refuge, comme il leur a été demandé. L'échange a eu lieu et j'ai lancé l'assaut. Mais un imprévu est venu casser notre plan. Les 2 porteurs des mallettes sont tombés dans le vide. Pour récupérer au plus vite les mallettes et l'argent, j'envoie immédiatement de Lattre et 3 hommes sur le glacier. Au refuge, je déclenche l'assaut et donne l'ordre de tuer tout le monde. Je descends ensuite sur le glacier et retrouve de Lattre qui me dit que les mallettes ont disparu. De retour au refuge, nous cherchons Darmon et Lemoine parmi les cadavres. Rien. Ils ne sont pas là. « Mais c'est impossible !» hurle le Rescator en bondissant de son siège. Nous avons cherché, ratissé tout le refuge et les environs, puis très vite,
Il est 4 heures du matin, nous sommes descendus pour ne pas être repérés. Et c'est tout? Mais où sont-ils? Crie le rescateur en rage. Je ne sais pas, rescateur. Mauvaise réponse, John, mauvaise réponse. J'avais confiance en vous. Vous étiez un grand mercenaire, et là, vous me foirez cette mission? Le rescateur se lève, furieux, et tend un doigt vers Hamilton et Delattre. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts de revoir vos familles. Je vais vous faire voir ce qu'il se passe quand on se moque du rescator. Emmenez-les à Sainte-Marie et présentez-les au docteur Fougas. Il va vous remettre les idées en place, vous allez voir. Delattre est abasourdi et se laisse conduire hors de la pièce, tandis que John... Non, laissez-nous, nous avons fait notre maximum. Et ma femme, ma fille... C'est terminé, vous avez signé leur arrêt de mort, hurle le rescateur hors de lui. Sur la route qui les amène à Sainte-Marie, John pense à ce qu'il a omis de dire au rescateur, à savoir les 2 alpinistes qui sont passés à côté de cette nuit-là, vers 1h20, sûrement Darmon et le moine. Il est responsable, il les a laissés filer sans le savoir. Quelques heures plus tard, Hamilton et Delattre sont pris en charge à Sainte-Marie. Ils sont aussitôt mis sous camisole et drogués. Le bâtiment est très beau, ancien, entouré d'un magnifique parc. Un grand portail orne l'entrée. Sur un des poteaux est marqué « Sainte-Marie, hôpital psychiatrique de Grenoble ». Chapitre 2. Mardi 4 juin 2024, base de Cardoline. Nathan et Michael sont avec Paolo dans le garage au pied du sous-marin en construction, quand Margot crie « Nathan, ton téléphone sonne !»« J'arrive !» Il grimpe à l'étage au bureau où Margot travaille. « Tiens !» lui lance-t-elle. « Tu l'avais oublié ici ?»« Merci !» lui répond Nathan en rappelant le répondeur. « Allô, Nathan, c'est Marc, tu peux me rappeler, c'est urgent. Salut !» Aussitôt, il compose le numéro de Marc. « Oui, salut Marc, comment ça va ?»« Ça va, Nathan. Tu me manques déjà au bureau. Ils m'ont collé un bleu, je ne te dis pas. »« Désolé, vieux. Alors, qu'y a-t-il de si urgent ?»« Écoute, un homme est venu au bureau ce matin, un certain docteur Lazare. Il voulait absolument te voir. Nathan, c'est à propos de Sophie. »« Quoi ? Dis-moi vite. » Margot regarde Nathan inquiète. « Il sait où elle se trouve. Il faut que tu viennes, Nathan. Il revient cet après-midi pour fixer un rendez-vous. »« Ok, je suis à Toulouse dans 4 heures. S'il revient, prends le rendez-vous. »« Ça marche, Nathan. À tout à l'heure. » Nathan raccroche. Il va falloir maintenant annoncer la nouvelle à Margot. « Que se passe-t-il » demande la jeune femme. « Écoute, il faut que je file à Toulouse en urgence. Marc, tu sais mon coéquipier, a besoin de moi pour une affaire que l'on avait traitée ensemble. »« Ah, mais tu n'as pas pris une année sabbatique ?»« Si, mais je dois l'aider sur ce coup. Je serai rentré demain, promis. Je prends Mickaël avec moi. »« Mais vous n'avez plus vos armes de service ? On va prendre dans le stock ici. »« D'accord. Bon, fais attention à toi, hein ?» fait Margot soucieuse. Nathan descend d'un pas rapide voir son frère et lui explique la situation. Ils partent quelques minutes plus tard après avoir réuni quelques affaires, dont un sac à dos avec des munitions et 2 calibres 9 mm. Margot de son bureau regarde la voiture s'éloigner et fait la moue. Pratiquement 4 heures ont passé quand ils arrivent au SRPJ de Toulouse. Ils y retrouvent Marc et le remplaçant de Nathan pendant son congé sans solde. « Le bleu !» lance Marc. « Tu peux nous laisser 10 minutes, s'il te plaît ?» Une fois le bleu dehors, Marc explique le topo au garçon. « Voilà, il vous attend à l'hôtel La Dorade, boulevard Sébastopol, chambre 210. »« Merci, Marc, » fait Nathan. « Tu viens, on y va, » continue-t-il en s'adressant à son frère. Il pénètre un instant plus tard avec une arme à la ceinture dans l'hôtel. Devant la chambre 210, Nathan frappe. La porte s'ouvre rapidement. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux poivre et sel, apparaît. « Bonjour, » fait Nathan. « Lieutenant Darmon, vous vouliez me voir ?»« Oui, bonjour, docteur Lazare. Et monsieur ?»« C'est mon frère, Michael, lieutenant lui aussi. »« Allez-y, entrez. » La chambre est petite, il reste donc debout. « Voilà, vous êtes bien Nathan Darmon ?»« Oui, c'est moi, alors. Où est-elle ?»« En sécurité. »« Nous parlons bien de Sophie le Marchand, brune, 27 ans. » fait Nathan impatient. « Oui, c'est elle. Je suis à votre recherche depuis plus de 6 mois. » « Où est-elle » demande encore une fois Nathan sous le choc de la nouvelle. « Comment saviez-vous où elle se trouvait ? Qui êtes-vous ?»« Nous devons partir pour La Rochelle, maintenant, » lance Lazare.
La Rochelle? Oui, c'est là qu'elle vous attend. Les deux frères se regardent. Allons-y, lance Nathan, ne laissant pas le choix à Michael. D'accord, je vous expliquerai tout sur le chemin. Sophie ne se rappelle plus de sa vie. Seulement d'avant 2011, un peu. Sur la route qui les mène à La Rochelle, Lazare leur raconte comment il a connu Sophie et toutes les péripéties qu'elle a subies. Il leur indique également les informations transmises par Sophie lors de ses hypnoses. À savoir, sur cette fameuse île se trouve le professeur Darmon et plusieurs familles, dont deux pourraient être liées à eux. Si pour Nathan et Michael, cette île est sans doute Elskolumretz, pour le reste, il reste dubitatif. Ils arrivent à La Rochelle en soirée. Nathan sort du véhicule, fébrile. S'il s'agit bien de Sophie, comment vont se passer ces retrouvailles, attendues depuis presque 7 ans maintenant? Venez, entrez, fait Lazare. Les deux frères entrent dans la maison, scrutant le moindre fait et geste. Nathan avance doucement, son cœur se met à battre fort, très fort. Le moment qu'il attend depuis 7 ans va-t-il se produire, ici, maintenant? Michael pose sa main sur l'épaule de son ami, les yeux fixés sur l'escalier par lequel Lazare est parti chercher Sophie. Il arrive. Derrière lui, ils aperçoivent quelqu'un. Lazare s'efface en haut de l'escalier, laissant place à une magnifique femme brune, cheveux assez courts. Elle est habillée en jean avec un t-shirt blanc, pieds nus. Elle s'avance en descendant les marches. Nathan sent ses jambes vaciller, c'est elle, aucun doute. Elle s'arrête devant eux, ils sont face à face. Sophie? Fait Nathan, la voix troublée. Oui, Nathan? C'est toi? Répond Sophie en le dévisageant. Oui. Il la prend dans ses bras et la serre. Sophie, Sophie, répète-t-il en lui frottant le dos. Tu me reconnais? Lui demande-t-elle inquiète. Bien sûr, tu n'as pas changé, Sophie. Ah, si tu savais comme je suis heureux de pouvoir te revoir enfin. Moi aussi, répond la jeune femme. Mais je suis désolé, je me souviens de toi, mais tu avais 15 ans. Je sais, fait Nathan. Lionel nous a tout expliqué. C'est dingue, cette histoire. Le docteur Lazare arrive. Venez, ne restez pas ici. Allons nous asseoir. Une fois confortablement installés au salon. Tu ne te souviens plus de rien du tout depuis 2011 alors? Demande Nathan. Non, rien. Par contre, ma mémoire me revient de plus en plus avant cette année. Nous étions sur une île ensemble, j'en suis sûr. Et nous, par contre, c'est la période d'avant 2011 qui nous échappe, fait Nathan. Vous avez sans doute subi une modification de votre mémoire sur cette île. Je ne sais pas comment, fait Lazare. Sophie, a priori, y a eu droit aussi en 2017. Je sais simplement que mes 6 années en Suisse ont été rajoutées et qu'entre 2011 et 2017, absolument rien ne me revient, répond Sophie. Je peux t'éclairer un peu, fait Nathan. Quand on s'est rencontrés en août 2017, tu vivais avec ton père, Yves le Marchand. Oui, je me rappelle bien de lui, mais sur l'île avant 2011. Bizarrement, Sophie ne cesse de regarder Michael, qui du coup ne sait plus trop où se mettre. C'est ce même mois, continue Nathan, que nous sommes... Enfin, on est sortis ensemble. Ah bon? Fait Sophie en rougissant légèrement. Moi je me rappelle qu'on sortait ensemble à dos, sur l'île. Ah oui? Aussi, bah dis donc, décidément. Et ensuite, pour faire simple, tu as disparu, jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours pensé que tu avais été enlevé, j'avais raison. Et tout est lié à cette île. Michael ne dit pas grand-chose et est de plus en plus mal à l'aise, car Sophie le dévisage de plus en plus, ce qui n'échappe pas à Nathan. Raconte-nous, si tu veux bien, Sophie, ce que tu te rappelles de cette île. Lionel nous a laissé entendre que le professeur Darmon pourrait être un imposteur? Oui, voilà ce dont je me souviens. La mémoire me revient de plus en plus grâce aux séances d'hypnose du docteur Lazare. Nous sommes arrivés sur cette île, moi, mon frère et mes parents. J'étais très jeune. Ton frère? Fait Nathan. Bon sang, la photo, Michael. On a retrouvé une photo dans la maison de ton père l'année dernière. Il y avait ton père, une femme, sûrement ta mère. On a appris ensuite qu'elle s'appelait Lydie. Oui, Lydie, c'est ma mère. Et il y avait deux petits, d'1 an environ. La photo date de 1998. Le deuxième petit était donc bien ton frère. Où est-il maintenant, tu sais? J'en ai peut-être une petite idée, fait Sophie. Mais je ne suis pas sûre, ça fait longtemps. Elle regarde avec insistance Michael sous les yeux interrogatifs de Lazare et Nathan. Sophie, qu'y a-t-il? Demande Lazare. Ça alors? Fait Sophie. C'est incroyable.
Michael. C'est ça, docteur. Il s'appelait Michael. Qui, Sophie? Michael et Nathan fixent Sophie, qui ne quitte pas des yeux Michael. Mon frère, il s'appelle Michael. Et il était toujours avec Nathan sur l'île. Sophie, vous voulez dire que... Oui, j'en suis persuadée, Michael, lance-t-elle en le fixant. Tu es mon frère, je te reconnais, c'est bien toi. Avec 13 ans de plus, mais c'est bien toi. Michael ne sait que répondre. Sophie, sa sœur? Nathan reste bouche bée. Tu es sûr? Demande Michael, interloqué. Pourtant, en 2017, on s'est vu. Oui, mais elle ne se rappelait plus du tout de vous, répond Lazare. Comme ses souvenirs avant 2011 ressurgissent, je pense que cela est plausible. Ça alors, fait Michael. C'est incroyable. Mais tu es sûre, Sophie? Certaine, c'est toi. Mais je suis né en 1997. Toi aussi, non? Oui, enfin, d'après mon état civil. Vous pouvez être jumeaux ou quelque chose comme ça, fait Lazare. Tout à coup, le téléphone de Nathan retentit. Je m'absente un instant, excusez-moi, fait Nathan. Il s'éloigne un peu et décroche. Oui, c'est Margot, alors ça va? Ah, salut ma déesse, ça va et toi? Ça va, mais tu me manques, tout se passe comme tu veux? Margot, il faut que je te dise. Quoi, Nathan? On a retrouvé Sophie. Waouh, c'est super ça, mais je m'en doutais, tu sais. Oui, j'imagine. On est à La Rochelle. Ah oui, quand même. Bon, et ça se passe comment? Ben, pas mal. Elle se souvient plus de 2017. Mais par contre, elle a plein de souvenirs d'avant 2011. Je pense que l'on va apprendre beaucoup de choses. Déjà une, Michael serait son frère. C'est pas vrai. Ça alors? Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Et mon père ne serait pas mon père, et nos familles respectives seraient sur Els Columbrets. Je me doutais que ce n'était pas votre père, fait Margot. J'attendais un peu pour t'en parler. Donc Michael ne serait pas ton frère? Ça, je le savais. J'ai toujours dit partout que c'était pas mon frère. Mais dans ma mémoire, c'est mon père, le professeur et ma mère Claire, qui l'ont adopté très jeune. C'est très compliqué. Il semble qu'on ait tous eu droit de la manipulation mentale, et que nous ne sommes finalement pas ceux que l'on croit. Bon, je te laisse éclaircir tout ça. Reviens-moi vite. Oui, mon amour, je te promets de rentrer le plus vite possible. Je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime très fort. Nathan revient vers le salon troublé. Sophie et Michael discutent ensemble. Pour l'instant, Michael ne se souvient de rien sur l'île, malgré les indications de Sophie. Nathan non plus, rien ne filtre de sa mémoire. Il lui faut pratiquement s'asseoir pour s'apercevoir qu'un petit garçon est assis à côté de Sophie. Nathan interroge du regard Lazare. Sophie? Fait celui-ci. Elle stoppe sa conversation avec Michael et... Ah, Nathan, je te présente mon fils. Lucas. Ton fils? Laisse sortir Nathan stupéfait. Oui, c'est mon petit Lucas. Dis bonjour, mon chéri. Le petit Lucas dit bonjour au garçon, puis vient se blottir dans les bras de sa mère. Il est timide et avec ce qu'il a subi ces derniers mois, ce n'est pas facile, fait Sophie. Ça va, Nathan? Tu es tout pâle. Oui, c'est que ça me fait drôle de te voir avec un enfant. Il est mignon. Et quel âge as-tu, Lucas? Il se cache dans les bras de Sophie. Il a 6 ans depuis le 18 mai, fait Sophie rapidement. À ce moment-là, les trois adultes se regardent, comprenant en même temps ce qu'il se passe. Lazare ne dit rien, Michael idem. Quant à Nathan et Sophie, ils se fixent. Lazare réagit. Viens, Lucas, j'ai quelque chose à te montrer dans ta chambre. Une fois le petit Lucas monté. C'est ce que je crois? Demande Nathan un peu hagard. Comme il est impossible qu'il ait été conçu avec mon pseudo Marie-Laurent, ce ne peut qu'être le dernier homme avec qui j'ai fait l'amour, avant ma disparition. D'après ce que tu as dit tout à l'heure, ce serait toi, Nathan. A priori, oui. Quand on s'est connus au Mont-Blanc le 7 août 2017, tu étais seul avec ton père. Ensuite, on s'est revus les 18 et 19. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.